Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois d'octobre. Dans cette vidéo, j'ai du coup trois romans adultes à vous présenter, un roman jeunesse, un ouvrage de non-fiction et quelques ouvrages graphiques. Du coup voilà, ça devrait quand même apporter une grande diversité, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous parlerai donc tout d'abord du roman que j'ai écouté en livre audio La seule histoire par Julian Barnes. Je vous parlerai ensuite du roman Le paradis blanc par Christine Hanna. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de I, Rachel par Cass Hunter aux éditions J.C. Lattès. Ensuite, le roman jeunesse Papa est en bas par Sophie Adriansson chez Nathan. Le texte de non-fiction, il s'agit de Nous qui n'existons pas par Mélanie Fazi aux éditions Dystopia. Et du côté des graphiques, je vous parlerai de ma lecture tout d'abord des tomes 2 et 3 de The Promised Neverland par Kayu Shirai et Pozuka Domizu. Et je vous parlerai également de ma lecture des deux premiers tomes pour le coup de Aya de Yo Pougon par Marguerite Abouette et Clément Oubrerie. Donc voilà. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec ma lecture audio, à savoir La seule histoire par Julian Barnes. Pour ma part, donc, je l'ai reçu de la part d'Audible et du coup, je l'ai écouté en format Audible, mais il est sorti en fait en même temps en papier et sur Audible, à savoir début septembre. J'avais déjà pu écouter un autre roman de Julian Barnes qui était également lu par Théo Frilet. J'adore la voix de Théo Frilet, je trouve qu'elle se marie extrêmement bien avec la nostalgie qu'il y a dans les récits de Julian Barnes et je trouve vraiment que c'est un excellent lecteur. Théo Frilet, pour ceux qui connaissent, en fait c'est la voix française de Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques, donc voilà. Et du coup oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait La seule histoire, c'est ce qui est dit dès le début, c'est un premier amour détermine une vie pour toujours. En fait, on suit l'histoire d'un narrateur qui s'appelle Paul, qui à 19 ans, alors qu'il fait ses études, va tomber amoureux de sa partenaire de tennis, qui s'appelle Suzanne et qui est mère de famille et qui a 48 ans. Les deux vont vivre ensemble une longue histoire d'amour qui va durer plus de 10 ans et c'est vraiment un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Du coup voilà, comme je disais, il y a beaucoup de nostalgie puisque Paul revient sur toute cette histoire d'amour qu'il y a eu et on a tout le début avec l'histoire d'amour très passionnée, comment ils arrivent au début à vivre ensemble, à se voir, comment se passe le regard des autres, d'autant plus qu'ils sont dans une petite ville où tout se sait et où tout le monde parle sur le dos de tout le monde. Donc voilà, ça j'ai vraiment bien aimé. Et puis ensuite on a un moment dans le livre vers le milieu, une scission, et à partir de là on a une deuxième partie qui traite en fait d'une maladie qui va très fortement toucher Suzanne et qui va du coup ensuite parler de leur couple, de ce qui va advenir ensuite de leur couple, de voilà, comment ça va complètement changer leur rapport. C'est un roman que j'ai trouvé très fort. La deuxième partie m'a beaucoup touchée, d'autant plus qu'on a eu le temps vraiment beaucoup de s'attacher à ce duo de personnages que tout oppose mais qui arrivent à vivre leur histoire d'amour. Et du coup voilà, quand leur arrive cet événement là qui est très dur, et ben ça nous fait un petit quelque chose parce qu'on les aime bien ces personnages. Donc voilà, ça a vraiment été une chouette lecture pour moi. C'est pas forcément une lecture très évidente par rapport à tout ce côté là de la maladie, et puis on parle également du mari de Suzanne qui n'était pas une très bonne personne. Enfin voilà, c'est un roman vraiment fort de ce côté là, et comme je disais, j'aime toujours énormément la voix de Théo Frilet, et d'autant plus avec la nostalgie des romans de Julian Barnes, je trouve que c'est un combo qui fonctionne à merveille. Ensuite, pour le deuxième roman que j'ai lu, il s'agit du coup du roman Le paradis blanc par Christine Hanna aux éditions Michel Lafon. On reste sur quelque chose de pas très joyeux, vous allez voir que c'est le cas de beaucoup de romans que je vous présente dans ce point lecture. En fait, il s'agit ici de l'histoire d'un couple et de leur fille qui s'appelle Lenny, qui est au début du récit à 10 ans. Et en fait, le père de famille a fait la guerre du Vietnam, il a été retenu prisonnier pendant la guerre du Vietnam, et quand il rentre, il a complètement changé et il est devenu quelqu'un d'autre, et notamment un homme violent. Et en fait, il va apprendre quelques mois après être rentré que son grand ami qui s'est fait pendant la guerre du Vietnam et qui est décédé là-bas, lui a légué une masure qu'il avait en Alaska. Et du coup, en fait, cet homme et cette famille, du coup, qui ont beaucoup de mal à se réinsérer dans la vie de tous les jours, dans les grandes villes dans lesquelles ils habitent aux États-Unis, vont décider en fait de tout plaquer et de partir en Alaska pour repartir sur une vie plus saine, plus simple, essayer de se reconstruire.
Pour ma part, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un roman du coup sur la reconstruction en Alaska, et en fait je dois dire que je sais pas si c'est le résumé qui est pas très clair ou si c'est moi qui ai mal lu, mais on peut pas vraiment dire que ce soit ça puisqu'en fait le père, comme je vous ai dit, qui est violent, va le rester, et voire même c'est quelque chose qui va encore s'accentuer. Donc voilà, je tiens à le préciser. C'est un roman que j'ai trouvé très bien écrit. J'aime énormément tout le rapport qu'il y a à l'Alaska, qui nous montre à la fois que c'est une terre qui est extrêmement dangereuse. On dit souvent dans le roman que en Alaska on peut faire une erreur une fois, mais la deuxième fois elle nous tuera. Et voilà, on a vraiment cet aspect-là très fort, très dangereux de la vie en Alaska, et en même temps tous les personnages, on voit qu'ils sont complètement attirés par la vie là-bas, qu'ils ne peuvent plus changer la vie après, et que c'est quelque chose qui leur est très cher, qui compte énormément pour eux. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Après voilà, comme je l'ai dit, je préfère préciser, maintenant que je le sais, c'est un roman qui est très violent, qui est très sombre, qui traite du coup voilà, de violences conjugales, de relations toxiques, d'accidents, de maladies, de pertes, enfin voilà, de tout ce genre de sujets pas très joyeux, et ce pendant quand même une très grosse partie du roman. C'est un roman, il n'empêche, qui a beaucoup de choses à vous faire découvrir, et qui pour ma part je trouve vaut le coup, mais je pense voilà, qu'il faut savoir à quoi s'attendre. Mais en tout cas voilà, pour moi ça a été un beau roman. Il y a quand même heureusement une petite note d'espoir sur la fin parce que voilà, sinon c'était quand même pas super joyeux, mais en tout cas pour ma part j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Il est sorti en librairie déjà, il est sorti assez récemment, début octobre. Ensuite, le dernier roman adulte en tout cas que j'ai à vous présenter, il s'agit de I, Rachel par Cass Hunter, qui est également sorti début octobre. Il s'agit en fait de l'histoire de Rachel, qui est une jeune ingénieure surdouée en robotique, qui va décéder brutalement et qui va laisser derrière elle à son mari et sa fille une intelligence artificielle qui s'appelle I, Rachel, et qui en fait a été modelée sur le modèle de Rachel, et du coup voilà, qui ressemble extrêmement physiquement à Rachel, et qui a également une voix très proche de Rachel, et du coup voilà, elle va la léguer pour faire le deuil. Elle a en elle toute une batterie de souvenirs de leur vie de famille, et du coup elle va les accompagner dans tout ça, ce qui va beaucoup perturber la famille au départ forcément, d'autant plus comme je vous l'ai dit que c'est la copie conforme de Rachel. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de points de vue différents qui sont abordés dans le livre, et j'ai bien aimé également le fait que malgré ce sujet un petit peu futuriste, c'est un roman qui aborde plein de sujets de la vie de tous les jours, notamment l'acceptation dans un groupe d'adolescents, des relations amoureuses, le deuil, tout ce qui est autour d'un parent qui est malade, et ce genre de choses, et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Pour ma part, quand on m'en a parlé, j'ai trouvé que ça me faisait un peu penser à un épisode de Black Mirror, je sais plus comment s'appelle cet épisode, mais voilà, qui traite aussi d'intelligence artificielle pour aider à faire le deuil. Et du coup voilà, ça m'a fait penser à ça, mais c'est vrai que l'épisode de Black Mirror était quand même... Enfin, moi, je me souviens qu'il m'avait beaucoup fait pleurer, alors qu'on est ici sur quelque chose qui est... Enfin voilà, c'est quand même un roman qui est plutôt feel good, qui a beaucoup de bons sentiments dedans. Forcément, c'est pas toujours très joyeux parce que ça traite quand même du deuil, mais il n'empêche que c'est un roman qui, sur le global, est joyeux et porteur de jolis messages. Et voilà, en tout cas, ça m'a vraiment bien plu. Je vous le recommande vraiment si ça vous tente. Pour ma part, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, comme je disais, j'ai donc lu le roman jeunesse Papa est en bas par Sophie Adriaansen. On reste donc sur les sujets pas très joyeux comme je vous ai dit. On a ici, donc c'est à nouveau un service presse pour celui-ci que j'ai donc reçu de la part des éditions Nathan, comme c'était le cas du coup des livres précédents qui étaient également en service presse. Et du coup ici, en fait, on a l'histoire d'une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui vit avec son père et sa mère, et en fait son père va être atteint d'une maladie dégénérative. On nous fait assez vite comprendre que voilà, il n'y a pas d'espoir de guérison pour le père, que son état va continuer à se dégrader, et c'est ce qu'on va voir, et ça va amener assez rapidement le père à ne plus pouvoir monter les escaliers de sa maison, et du coup à devoir dormir en bas de la maison, d'où le titre Papa est en bas. Voilà, du coup ça traite de tout ça, de la maladie. Ce qui est très chouette, bon, c'est un roman jeunesse, ce qui est très chouette, c'est que c'est un roman qui est plein de jolis messages et d'amour familial, et qui a plein
de moments qui sont drôles dans le livre et voilà, je trouve que c'est vraiment très chouette. La seule petite chose qui m'a manqué pour moi, je sais pas si c'est le fait que je sois dans le domaine médical qui a un peu joué aussi, mais j'aurais bien aimé que l'auteur au moins à un moment écrive clairement le nom de la maladie qu'elle perd. Je pense que ça aurait pu amener en fait un lectorat un peu plus âgé à voir autrement la maladie, à avoir une autre lecture du texte et voilà, j'aurais trouvé ça chouette. Après sinon j'ai quand même trouvé que c'était un chouette roman pour aborder notamment le thème du handicap avec les plus jeunes. Et j'ai mis la note de 16/20. Pour le dernier texte du coup que j'ai à vous présenter, il s'agit de Nous qui n'existons pas par Mélanie Fazi aux éditions Dystopia. Il s'agit ici donc comme je l'ai dit d'un ouvrage de non-fiction. Je suis le travail de Mélanie Fazi depuis de nombreuses années inconsciemment, étant donné qu'en fait c'est la traductrice de la plupart des romans de Brandon Sanderson, qui est un auteur que vous connaissez si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, étant donné que j'en parle quand même très souvent. D'ailleurs, un de ses prochains livres sort bientôt. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup le travail de Brandon Sanderson et je trouve que les traductions sont vraiment très chouettes. Donc voilà, je connaissais le nom de Mélanie Fazi par ce biais-là. Je l'ai découverte il y a 2 ans en tant qu'autrice avec son recueil de nouvelles Serpentine. Ce sont des nouvelles fantastiques. Souvent c'est assez sombre et je dois dire que c'est vraiment pas ce que je lis d'habitude, mais que ça a complètement marché sur moi, notamment parce que j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Et du coup, en fait, j'ai vu passer sur le compte Facebook d'Estelle Faye que Mélanie Fazi sortait cet ouvrage-là et que du coup, il y avait une soirée de lancement à la librairie 1000 pages à Vincennes, qui est pas très loin de chez moi. Et du coup, je me suis rendue à Vincennes. J'ai écouté du coup la discussion qui était faite avec Mélanie Fazi et je lui ai acheté son livre et je l'ai lu le lendemain. En fait, j'avais vu déjà donc sur Facebook que en fait, cet ouvrage Nous qui n'existons pas fait suite à un billet de blog qui avait été publié donc, sur le blog de Mélanie Fazi et qui s'appelait, si je dis pas de bêtises, Vivre sans étiquette. Et en fait qui traitait du rapport au monde des personnes qui ne se reconnaissent pas dans les identités de genre et de sexualité qui sont les plus connues, et également du coup de l'intérêt des étiquettes qui sont souvent décriées parce que beaucoup de personnes considèrent que c'est mettre les gens dans des cases, alors que Mélanie Fazi explique que au contraire c'est permettre à des gens d'être reconnus et du coup d'avoir également des figures qui leur ressemblent, qui existent, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, ce genre de choses, et du coup de pouvoir s'identifier à ces personnes et de limiter le sentiment de solitude. Ça parle notamment de ça, mais plein d'autres choses. Mélanie Fazi explique que pour elle c'est vraiment du coup une conception du monde qui est différente parce qu'on ne se reconnaît pas dans les discussions de tous les jours qu'ont les gens. Et voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Je vous invite grandement à découvrir ce texte, surtout c'est vrai si tout ce qui est les thématiques du genre vous parle, mais également si ça vous, enfin voilà, si vous n'en connaissez pas grand chose, je pense que c'est un texte qui peut être vraiment très instructif de ce côté-là et voilà, du coup je vous le recommande. Ensuite, donc du côté des graphiques, j'ai donc lu les tomes 2 et 3 de The Promised Neverland par Kayu Shirai et Pozuka Demizu. Donc les tomes 2 et 3. Je vous avais présenté le tome 1 il n'y a pas très longtemps en point lecture et voilà, je m'étais dit que j'achèterais un seul tome à la fois, que je les boufferais pas tous à la suite. Bon, en fait non, j'ai acheté ces 2 tomes là en même temps et je les ai lus à la suite. Le tome 3 sort le jour où je poste cette vidéo normalement et le tome 4 pardon, sort le jour où je poste cette vidéo, donc le 24 octobre si tout va bien. Et le tome 5 est déjà prévu pour fin novembre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un peu la série de manga dont tout le monde parle en ce moment. On y suit l'histoire de nos 3 héros, donc Emma, Norman et Ray, qui sont les 3 plus grands enfants d'un orphelinat. Et en fait, dans le premier tome, puisque je ne vais pas vous raconter ce qui se passe ensuite pour pas vous spoiler quand même, dans le premier tome, Emma et ses 2 amis se rendaient compte en fait que l'orphelinat leur cache des choses, et notamment qu'en fait on ne sait pas ce que deviennent les enfants après l'orphelinat. Emma et Ray et Norman vont en apprendre un peu plus à ce sujet et vont à la fois en fait décider de s'informer sur ça et sur l'extérieur, puisqu'il semblerait qu'il y ait des choses assez néfastes, et vont également monter un plan d'évasion pour réussir à s'enfuir avec tous les enfants de l'orphelinat. Donc voilà, on suit petit à petit l'élaboration de leur plan, toutes leurs découvertes qu'ils font. C'est assez sombre, c'est pas très joyeux, mais voilà, en tout cas c'est vraiment très prenant. Je dois dire que pour ma part je suis vraiment pas très branchée manga, mais en l'occurrence je suis vraiment rentrée dans la série, j'ai été happée tout de suite dedans, donc voilà, je pense que c'est vraiment très accessible, y compris si vous lisez pas de manga, vraiment voilà, je vous recommande de tenter. Et du coup pour terminer, j'ai donc lu les 2 premiers tomes de la série
de romans graphiques Aya de Yopougon par Marguerite Abouette et Clément Oubrerie. Je ne les ai pas avec moi car je les avais lus chez quelqu'un. Du coup donc j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est une série qui compte 6 tomes et en fait c'est une série qui traite de tranches de vie, donc voilà, c'est recommandé quand même de les lire dans l'ordre, mais après il n'y a pas de cliffhanger ou quoi. Et en fait donc ça traite de l'histoire de Aya, qui est une jeune fille qui vit en Côte d'Ivoire, dans le quartier de Yopougon, avec ses amis, et voilà, on a un peu toute l'histoire de leur tranche, enfin ouais, de la tranche de vie, de leur histoire, des histoires d'amour, des histoires avec ses anciennes camarades d'école, de ce qu'elles deviennent, des mariages et tout ça. Et j'ai vraiment trouvé ça très chouette, c'est très immersif et ça m'a vraiment bien plu. Ça parle de la société ivoirienne et voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je vous recommande la découverte si ça vous tente. J'ai mis la note de 16 sur 20 au premier tome et 17 sur 20 au second tome, car il développait un petit peu plus la psychologie des personnages qu'on rencontrait. Donc voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!